Imaginez un pays isolé du reste du monde pendant près de 2 siècles, un archipel cerné par la mer, coupé des échanges commerciaux, diplomatiques ou culturels avec le reste du monde. Un pays tout simplement renfermé sur lui-même. Mais qui quelques générations plus tard deviendra un leader dans la robotique, l'électronique, les transports et la technologie de pointe. Ce pays, vous en doutez, c'est le Japon. Mais comment un pays figé dans un système féodal, géré par des shoguns et des samouraïs, a pu se métamorphoser au point de devenir leader technologique? Comment cette terre figée dans un temps passé a pu créer les Walkman, les consoles Nintendo ou les écrans LED qu'on connaît aujourd'hui? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette métamorphose fulgurante, mais pour ça, il faut revenir là où tout a commencé. Dans le silence d'un pays qui regardait le monde. Chapitre 1. Le temps de l'isolement. Le Sakoku. Pour comprendre comment le Japon est devenu une superpuissance technologique, il faut commencer par le plus gros paradoxe de son histoire. Le Japon s'est construit dans le silence le plus profond. Mais ce silence-là était totalement volontaire. Nous sommes en 1635, le shogun Tokugawa Iemitsu, le petit-fils du fondateur du shogunat, signe un décret historique. Plus aucun Japonais n'a le droit de quitter l'archipel. Et ceux qui l'osent, s'ils reviennent un jour, sont exécutés. Cela s'ajoute une fermeture des portes à tous les étrangers. Sauf une poignée de marchands néerlandais, confinés sur une île de l'archipel, dans le port de Nagasaki, l'île de Dejima. Ce régime de fermeture s'appelle le Sakoku. Littéralement, le pays verrouillé. On parle souvent du Japon comme d'un pays insulaire parce qu'il est isolé géographiquement, mais là c'est pas que ça, là c'est un isolement idéologique. Le Japon a peur. Peur que les croyances et les idéologies étrangères viennent bouleverser l'ordre établi. Et à cette époque, cet ordre, c'est le régime des shogunats Tokugawa. Leur but est simple, maintenir la paix après des siècles de guerres civiles qui se sont enfin achevées. Et pour ça, rien ne doit changer. Ce Japon-là, celui du Sakoku, c'est un monde figé dans le temps. Les classes sociales sont strictement séparées. Au sommet, on retrouve les samouraïs, puis les paysans, et enfin les artisans. Enfin non. Il y a une classe encore en dessous de ça, les marchands, qui sont considérés comme presque sales, car ils ne créent rien. Il n'y a pas de mobilité sociale, pas de changement, pas de révolution. Les villes sont surveillées, les routes contrôlées, et la moindre idée venue de l'étranger est vue comme une menace. Mais ce qui est très fascinant à remarquer, c'est que malgré cette fermeture au reste du monde, le pays en interne a continué à progresser. Certains domaines ont connu une croissance exceptionnelle. L'agriculture s'est perfectionnée, les arts ont explosé, la poésie haïku, la céramique, l'architecture traditionnelle, tout ça sont que des exemples fins de tout ce qui a été amélioré pendant ce temps-là. C'est comme si le Japon s'était cultivé lui-même, dans une bulle, hermétique, mais très fertile. Et puis il y a Dejima. Cette minuscule île en forme de demi-lune, longue de seulement 120 mètres, c'est là que les Néerlandais, seuls Européens autorisés à commercer avec le Japon, sont confinés. À travers ce petit pont jeté vers l'Europe, des érudits japonais vont découvrir l'anatomie, l'astronomie, les mathématiques et la chimie, et les étudier en secret. Car même dans l'isolement, il y aura toujours des esprits curieux. Alors oui, le Sakoku n'était pas une dictature brutale, bien au contraire, mais c'était un monde où le moindre changement paraît suspect, et où l'étranger est vu comme une ombre. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pendant près de 200 ans, le Japon n'a absolument pas participé à l'évolution du monde. Les Européens commençaient leur industrialisation, les États-Unis commençaient à émerger, et le Japon, eux, était toujours figé. Il cultive ses jardins, perfectionne son artisanat, prie dans ses temples. Mais il ne fabrique pas de machines à vapeur, il ne construit pas de grandes manufactures, et surtout, il ne rêve pas encore des projets de grandeur technologique. Et pourtant, ce silence forcé va leur offrir un avantage que personne ne soupçonnait. Il se protège du monde, et aussi évite de tomber sous la coupe des empires coloniaux. Il va donc pouvoir le moment venu faire un bond prodigieux en partant d'un point stable. Chapitre 2. Du Sakoku à la modernisation Meiji. Juillet 1853. Un grondement résonne au large de la baie d'Edo. Des silhouettes apparaissent à l'horizon, et il ne s'agit pas de navires japonais. Ce ne sont pas non plus des jonques chinoises ou des caravelles portugaises, ce sont des bâtiments de guerre américains. Immenses, peints de noir, ils crachent de la fumée, soufflent le silence, et imposent leur présence sans un mot. Leur nom résonne comme une malédiction. Les navires noirs. Korofune. À leur bord, un homme au regard de fer. Le commodore Matthew Perry. Il n'est pas là pour visiter le Japon. Il est là pour l'ouvrir. Perry présente un ultimatum. Le Japon doit signer un traité d'ouverture avec les États-Unis,
ou en subir les conséquences. Les shoguns n'ont pas le choix, ils signent. En 1854, le traité de Kanagawa est conclu. C'est le début de la fin pour le Sakoku, et ce n'est pas réellement qu'un traité. C'est une claque, une humiliation pour le Japon, parce qu'ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'ils sont à la traîne. Mais à la traîne de très loin d'un point de vue technologique comparé au reste du monde. Les navires américains sont en métal, ont des canons qui pourraient raser un port en l'espace de 5 minutes, et surtout leur organisation militaire et leur médecine sont bien plus avancées. Imaginez quand même un pays qui n'a jamais vu un train se faire obliger à signer un accord par un pays qui a construit des milliers de kilomètres de chemin de fer. Le choc culturel est vertigineux, et pour beaucoup de Japonais, c'est même insupportable. Très vite, d'autres puissances occidentales emboîtent le pas. Les Britanniques, les Français, les Russes. C'est l'humiliation. Mais aussi le déclic. En 1868, un événement historique bouleverse l'ordre établi. La chute du shogunat Tokugawa. Et surtout, le retour du pouvoir impérial. L'empereur Meiji, tout juste adolescent, devient le symbole d'une ère nouvelle. Le Japon rentre alors dans une phase de transformation accélérée, qu'on appellera par la suite l'ère Meiji. Et là tout s'accélère, on supprime les privilèges des samouraïs, on modernise l'armée grâce à l'aide des Français, on construit des chemins de fer grâce à l'aide des Anglais, et on s'inspire du système éducatif allemand. Et ce qui est fascinant, c'est surtout la vitesse à laquelle tout ça a changé. 30 ans. C'est tout ce qu'il aura fallu pour passer d'un pays féodal à une nation industrialisée. En fait, ils ont juste appuyé sur le bouton accéléré de l'histoire. Et ce changement, il est partout. Dans les écoles, les enfants apprennent non seulement à lire l'écrit, mais aussi la géométrie, la physique et l'anglais. Ou bien dans les entreprises, où naissent les premières sociétés industrielles japonaises. Mais cette modernisation n'est pas vraiment qu'une affaire de technologie, c'est une affaire d'identité. Le Japon se lance dans un immense effort d'apprentissage sélectif. Il absorbe les technologies, les systèmes politiques, les idées venues d'Europe et des États-Unis, mais en les adaptant à ses valeurs. C'est un peu comme s'il regardait le reste du monde et il leur disait « Ok, vous êtes plus avancés technologiquement, mais on va prendre tout ce que vous avez créé et le faire en mieux. » Le pire, c'est que ça marche. En quelques décennies, le Japon rattrape tout son retard et bat la Chine, d'un point de vue technologique, en 1895. Puis, fait impensable, seulement 10 ans plus tard, en 1905, ils battent la Russie, toujours d'un point de vue technologique bien sûr. C'est la première fois qu'une nation asiatique gagne contre une grande puissance européenne dans une guerre moderne. Le monde retient son souffle pendant que le Japon découvre une nouvelle mission. Ne plus jamais être à la traîne. Chapitre 3. De la guerre au miracle économique. Le Japon du début du XXe siècle est ambitieux. Très ambitieux. Il vient de battre la Chine, la Russie, et il veut plus. Beaucoup plus. Dans les années 1930, un nouveau Japon émerge. Un Japon plus sombre, plus agressif. La technologie devient un outil de puissance militaire. Les usines tournent à plein régime continu pour produire des armes, des navires de guerre et des avions. Le pays du soleil levant rentre dans l'ère de l'expansion coloniale. Jusqu'à arriver en 1941, l'attaque de Pearl Harbor. Ce jour-là, l'Amérique entre en guerre. Et avec elle, une machine industrielle et technologique bien plus puissante que celle du Japon. Ce qui s'ensuit, c'est une spirale de destruction. Tokyo, Osaka, Nagoya. Les 3 grandes villes japonaises sont ravagées par des bombardements. Et puis, le 6 août 1945, Hiroshima. Le 9 août, Nagasaki. 2 bombes atomiques, plus de 200 000 morts, et une nation à genoux. C'est difficile d'imaginer le Japon, qui avait tout misé sur sa puissance militaire, se faire écraser par une technologie qu'ils avaient mis tant d'efforts à essayer de maîtriser. Mais c'est là que le paradoxe revient. C'est dans cette destruction que le Japon hyper-technologique qu'on connaît aujourd'hui va apparaître. Après la capitulation en août 1945, le Japon est occupé par les Américains. Le général MacArthur devient le visage de l'occupation. Mais il ne vient pas pour se venger, il vient pour reconstruire. Et ce qu'il va faire est un véritable reformatage du pays. On impose une nouvelle constitution pacifiste, on réforme l'éducation, les lois, la politique. Mais on garde un élément clé, le potentiel technologique. Parce que même si le Japon a perdu la guerre, il y a bien une chose qu'ils n'ont pas perdue, leur savoir-faire. Les ingénieurs, les ouvriers et les inventeurs japonais sont toujours là. Et maintenant ils ont un nouvel objectif, la reconstruction.
Les années 1950 sont très compliquées, le pays est ruiné, dépendant beaucoup de l'aide américaine, mais en arrière-coulisses, quelque chose se prépare. Des petites entreprises renaissent de leur cendres petit à petit dans des garages, des entrepôts, des ateliers, et vont finir par se faire un nom qui est quelque peu connu aujourd'hui, comme par exemple Sony, Toyota, Sharp, Honda, autrement dit que des petites entreprises. Parce que oui, à cette époque-là, c'est loin d'être les géants qu'ils sont aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, au Japon, les choses bougent vite. Les ingénieurs japonais font une chose simple, ils prennent un produit existant, le démantèlent et le reconstruisent. Plus perfectionné, plus performant, plus petit. Le modèle japonais devient un exemple pour l'entièreté du monde. Beaucoup d'entreprises occidentales s'inspirent des chaînes de construction de Toyota, envoient des gens pour observer et surtout ouvrent des sections entreprises japonaises dans leurs écoles de formation. Le Japon devient la deuxième économie mondiale et dans les années 1980, il commence à dominer l'électronique grand public, la technologie et la robotique. Sony sort le Walkman, Nintendo sort la Famicom. Tout va pour le mieux pour toutes les entreprises technologiques japonaises. C'est la revanche d'un peuple qui 40 ans plus tôt était au bord de l'anéantissement. Alors non, le miracle économique japonais n'est pas tombé du ciel. Il est dû à un travail acharné, des efforts fournis par l'entièreté de la nation, une obsession du détail et une discipline quasi spirituelle. Mais dans les années 90, le Japon va devoir faire face à un nouveau défi. Ils vont devoir continuer d'innover face à un effondrement économique qui va survenir. Chapitre 4. L'ère moderne et les nouveaux défis. À la fin des années 1980, le Japon est dans sa décennie la plus glorieuse. Ses entreprises dominent l'électronique mondiale, sa pop culture, les mangas, les animés et les jeux vidéo s'exportent comme jamais. Et pourtant, quelque chose couvre sous la surface. Dans les années 1990, la bulle spéculative explose. Des entreprises ferment, des banques vacillent, et des milliers de jeunes ne trouvent plus d'emploi à la sortie de leurs études. C'est ce qu'on va appeler le début de la décennie perdue. Et malgré ce nom qui donne à penser que ça va durer que 10 ans, c'est plus proche des 20. Et dans cette tempête, la concurrence mondiale en profite. Des géants coréens comme Samsung ou américains comme Apple et Microsoft font leur entrée et rasent totalement toutes les parts de marché. Mais attention, c'est pas parce que le Japon se fait dépasser qu'il s'arrête. Au contraire, il se repositionne dans les années 2000, beaucoup de changements vont avoir lieu. Les grandes marques se délaissent des produits grand public pour être plus spécifiques, plus pointilleux et plus performants sur les produits de détail. Pour vous donner une idée, toutes les grosses entreprises mondiales utilisent des produits Sony. Pour les téléviseurs, c'est Sony qui va produire les écrans OLED. Même s'ils ne font pas le téléviseur en entier, ils vont fournir ça. Donc en fait, même si vous n'utilisez pas des produits japonais, vous avez des produits japonais. Chapitre 5. Demain, le futur à la japonaise. Tokyo en 2025, c'est des taxis autonomes, c'est des panneaux d'affichage qui s'adaptent aux passants, c'est des immeubles qui régulent leur consommation d'énergie en fonction de la météo extérieure. Et non, tout ça c'est pas un film de science-fiction, c'est bien la réalité. Parce qu'au Japon, le futur se teste dans les zones urbaines. L'un des projets les plus fascinants dans cette direction, c'est Woven City. Au pied du mont Fuji, une ville intelligente, entièrement construite par Toyota. Ici, les routes sont séparées entre humains, véhicules autonomes et livraisons robotisées. Les bâtiments sont bardés de capteurs, les infrastructures sont pensées pour s'adapter aux besoins des habitants en continu. Tout est interconnecté, analysé, optimisé. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la technologie, c'est la philosophie derrière. Cette ville n'est pas un showroom, c'est un écosystème. Un lieu où on expérimente comment les humains et les machines peuvent coexister, coévoluer sans se déshumaniser. On y teste des solutions pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les handicapés. On réfléchit à un avenir inclusif, pas seulement connecté. Et c'est là qu'on voit encore la différence du Japon. Les autres pays qui foncent vers le futur tel un bulldozer, et le Japon qui, précautionneusement, avance petit pas par petit pas. Il teste, il apprend, il adapte. Tout ça pour que ce soit parfait pour les humains qui vont y vivre. On pourrait se demander, est-ce que le Japon ne va pas un peu trop lentement et risquerait de redevenir en retard? La réponse est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que oui, on le sait, le Japon est très technologique, mais il y a beaucoup de domaines où ils sont très archaïques. La digitalisation administrative est une horreur. Si vous n'avez pas tout en papier, vous n'arriverez à rien. Mais ça, c'est parce que le Japon ne se contente pas de s'adapter aux modes ambiantes. Il les analyse, les digère, les retraite et les fait à sa sauce de façon à ce que ça convienne au pays. C'est un peu comme l'esprit Kaizen. Petit pas par petit pas, tout ça pour arriver au meilleur résultat possible. Conclusion. Du shogun à l'intelligence artificielle. Du
sabre au microprocesseur, du temple zen à la ville intelligente, ou de l'isolement complet à l'hyperconnectivité mondiale. Le Japon a vraiment fait du tout au tout. Et au final, est-ce que ce serait pas ces 2 siècles de renfermement complet qui auront donné au Japon la possibilité d'apprendre extrêmement rapidement, et surtout de s'adapter au monde qui l'entoure? Mais vous, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette ascension technologique? Leur vitesse d'appréhension? Les modifications qu'ils ont fait à toutes les technologies qu'ils ont pu rencontrer? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires, lâchez l'abonnement, le like et la petite cloche. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!